Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais évidemment vous remercier tous, vraiment chaleureusement, d'avoir contribué à la réussite de ce nouveau rendez-vous inédit et pionnier. Vous remercier d'avoir apporté vos regards, vos expertises, vos expériences en provenance de tous les horizons géographiques, de la France, de l'Europe et du monde. Et je veux saluer au passage nos hôtes les plus lointains qui étaient venus et qui sont venus du Cambodge et de la Corée du Sud. Et puis de tous les horizons professionnels, représentants des pouvoirs publics et de la société civile, créateurs de toutes les disciplines, architecture, arts plastiques, cinéma, danse, design, littérature et édition, musique, théâtre, mais aussi acteurs de la finance, d'Internet, de toutes les industries culturelles et des médias. Et nous avons entendu à l'instant des très hautes personnalités venant des communications et télécommunications, ou encore de la philosophie et de la réflexion prospective. Sans oublier d'ailleurs la gastronomie, dont nous avons pu constater l'autre soir à quel point elle pouvait réunir un bouquet vraiment éblouissant, innovation et patrimoine, terroir et mondialisation. Et je crois que nous ne sommes pas prêts d'oublier le dîner de dimanche soir avec une œuvre culinaire totale d'Eston Blumenthal, dont les saveurs marines associées au cri des mouettes nous ont offert une version savoureuse de la cuisine futuriste de Marinetti, qui préconisait d'associer le goût des olives au bruit d'un aéroplane. Toutes les parties prenantes de la création étaient présentes, celles de la distribution et de la diffusion des œuvres également, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur des biens culturels, tous ceux dont les décisions et les politiques ont une influence sur la culture et son économie, et aussi toutes les générations, celles qui ont grandi avec le numérique et celles pour qui il constitue un développement plus récent. De ces deux journées a émergé, je pense, une image plus claire, plus exacte des relations entre culture, économie et médias. Le foisonnement des idées et des conceptions donnait naissance à une perception originale, d'autant plus fidèle qu'elle ne néglige aucun aspect de la relation entre ces univers. Et je crois qu'aussi vos débats ont permis de formuler une série de lignes directrices destinées à guider la coopération des acteurs eux-mêmes, mais également l'action des pouvoirs publics. Ces principes et leurs possibles déclinaisons concrètes, je vais bien sûr en assurer la promotion, tant auprès de mes collègues des États membres de l'Union européenne que des institutions communautaires, car c'est là, et même au-delà, que se situe le niveau le plus pertinent de l'action. Louis Schweitzer a tiré hier matin les enseignements de notre séance d'ouverture. Le premier point sur lequel il a insisté, c'est le dynamisme et le perpétuel renouvellement de la culture comme activité économique. Et certes, ce forum nous en a donné la certitude d'encore à Liverpool, la culture, véhiculée par l'action des médias, est un secteur particulièrement créateur de richesses et d'emplois, à la fois directement et indirectement, dont bénéficient les destinataires des œuvres, les territoires et les citoyens. Ce n'est pas vraiment un scoop, nous l'avions observé chacun de notre côté, mais c'est peut-être la première fois qu'une assemblée aussi représentative, aussi légitime, s'est réunie pour l'affirmer haut et fort, avec à l'appui des exemples éloquents dans tous les domaines et dans tous les pays. J'ai bien entendu été frappé, comme nous tous, par les chiffres dont faisait état Klaus Wowereit, maire de Berlin. 13% du PIB et 10% de l'emploi de la ville de Berlin sont désormais imputables à la culture. L'exemple de Bilbao, développé par son maire, Inaki Azukuna Ureta, est tout aussi remarquable. Un taux de chômage qui plonge de 24% à 6% en 10 ans, 45 000 emplois directs créés, et au total, plus d'1,5 milliard d'euros de retombées économiques. Ceci a rapporté aux 150 millions d'euros qu'a représenté la construction du musée. Quel junk bond douteux pourrait se targuer d'un pareil retour sur investissement? Jean Nouvel nous l'a dit, le coût économique et social des erreurs commises par les architectes et les urbanismes est colossal, car le cadre de vie structure l'identité de chaque individu et la perception, valorisante ou non, que celui-ci peut avoir de lui-même. Mais les bienfaits pour la société et l'économie des réussites en matière de qualité architecturale et environnementale sont tout aussi considérables, même s'ils sont très visibles esthétiquement, ils sont souvent invisibles, en fait, car fondus indissociablement comme ingrédient même de la cohésion nationale. Ainsi, loin d'être le vilain petit canard de l'activité économique, le secteur culturel
en est plutôt un élément extrêmement prometteur. Et ce constat est d'autant plus frappant qu'il est dressé au cours d'une période de crise économique sévère que nous sommes en train de traverser. En France, par exemple, la culture constitue un poste de dépenses des ménages qui, globalement, ne donne pas de signe de fléchissement. C'est en fait, au total, vraiment plus de 30 milliards d'euros annuels. Et le budget total du ministère de la Culture représente, en fait, 1/10 de cette somme. Malgré les inquiétudes de nos concitoyens quant à leur pouvoir d'achat, la fréquentation des cinémas, des musées, des grandes expositions de la rentrée, des salles de concert est tout à fait encourageante. La valeur produite par l'édition représente 5 milliards d'euros, celle de la presse 5,3 et la télévision 6,6 milliards d'euros. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les retombées indirectes sur une ville, une région, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses connexes réalisées par le public à l'occasion d'une sortie culturelle ou d'un voyage pour découvrir un monument. Culture et croissance économique. Lorsque le projet du Forum d'Avignon a été lancé par ses précurseurs, et j'ai rappelé le rôle qu'avaient joué Renaud de Nudevabre, bien sûr Nicolas Seydoux, Axel Gans, Hervé Digne, Jean-Jacques Hano, aucun ne pensait, je crois, que ce thème serait d'une aussi brûlante actualité. Car Philippe Starck le soulignait, en période de crise, le salut vient de l'innovation et de la capacité des entrepreneurs qui la mettent en valeur à rester différents, c'est-à-dire à proposer au consommateur un bien ou un service que personne d'autre ne lui offre. Et quel secteur, mieux que la culture, peut permettre de tirer parti de ce paradigme, puisque le renouvellement perpétuel de la création et des talents constitue son fondement même, puisqu'elle constitue le cœur de ce que l'on appelle désormais l'économie de l'immatériel. Investir dans la culture n'est donc pas, pour reprendre le nom de la maison de Patrick Zelnick, une décision naïve. C'est très souvent, on le sait bien, le résultat d'un coup de cœur, mais c'est aussi un choix tout à fait rationnel, et c'est une seconde leçon que Louis Schetzer a tirée des échanges intervenus hier matin. Et c'est pourquoi j'ai envie de dire, en m'adressant aux particuliers comme aux entreprises, aux organismes de crédit, allez-y, investissez, ne craignez rien, investissez dans l'économie de la culture, soutenez son développement. C'est un choix qui a énormément de sens, c'est un choix qui concourt au rayonnement de notre pays, qui concourt à notre identité profonde, qui concourt évidemment au plaisir, au bonheur que partagent tous ceux qui vivent justement et qui profitent des biens culturels, mais c'est aussi un choix responsable qui a l'immense mérite de réconcilier création de richesses, développement de la diversité et cohésion sociale. Porter ce message, ce n'est pas nier la spécificité des œuvres culturelles, c'est au contraire leur restituer leur complexité et leur portée. Les créations culturelles sont aujourd'hui à la fois des œuvres irréductibles de l'esprit et des biens économiques, et c'est ce que souligne à juste titre la Convention sur la diversité culturelle de l'UNESCO du 20 octobre 2005. Convention auquel ont été les artisans, notamment Renaud de Nudevabre, bien sûr, mais aussi Jean Musitelli, Pascal Regard, dont je connais la passion, l'engagement et la compétence qu'ils ont déployés au service de cette cause. Facteurs de cohésion sociale et vecteurs de l'identité des peuples, les œuvres culturelles sont constitutives de l'imaginaire collectif de l'humanité. Si elles sont des biens négociables, elles ne peuvent jamais pour autant se réduire à cette seule dimension pour être considérées comme de simples marchandises. Et c'est d'ailleurs à la conscience de cette particularité des biens culturels qui nourrit aussi le malaise que nous ressentons souvent lorsque nous avons le sentiment qu'ils deviennent le jeu d'une pure et simple spéculation. Et la croissance exponentielle de la cote de tel ou tel peintre dont nous entretenait Laurent Dassault peut-être justement expliquer le sourire de plus en plus sardonique du sourire qui barre le visage du personnage fétiche de l'artiste dont il était question. C'est pourquoi nous ne devons pas perdre de vue la leçon de Lacan et de son excellence Narit Bunn, qui ont insisté sur la nécessité de penser le développement culturel sur le long terme, afin d'éviter les coûts sociaux et les effets pervers sur la qualité de la création induits par une logique spéculative. Le lien entre investissement et longue durée est donc aussi nécessaire en matière culturelle que dans les autres secteurs de l'économie réelle. Ici aussi, des choix durables doivent être faits, comme l'a expliqué Clestine Tredal Thorsen, l'architecte de l'Opéra d'Oslo. Certes,
Le marketing et la publicité sont utiles à la diffusion des biens culturels qu'ils promeuvent. Mais comme Jacques Séguéla l'a très bien souligné, la communication, même confiée à un orfèvre en la matière, a ses limites. La publicité est la plus belle femme du monde, vous l'avez dit. Elle ne peut donner plus que ce qu'elle a, ce qui est une façon aussi réaliste que pédagogique de rappeler la primauté du contenu. C'est pour ces raisons que l'Europe a toujours exigé un traitement particulier pour les biens culturels au sein des négociations commerciales internationales. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de permettre aux États de mener des politiques publiques qui favorisent la diversité et régulent des forces dont le jeu aveugle aboutirait à uniformiser et à niveler la création culturelle. Pour cela, la collaboration entre administrations chargées de la culture et administrations chargées de l'économie doit être encouragée à tous les niveaux de l'action publique. En effet, affirmer que la culture est créatrice de richesses et d'emplois est une chose, en tirer toutes les conclusions pour valoriser ce potentiel en est une autre. J'ai dit hier que je voyais ce forum non pas comme un aboutissement, mais bien comme un point de départ. Le point de départ d'une réflexion sur la politique et les moyens concrets à mettre en œuvre à toutes les strates de la décision publique, locale, nationale, européenne, internationale. Il n'y a pas sans doute de solution toute faite. Il y a des choses qui fonctionnent, des mécanismes de régulation, voire d'intervention plus directe, qui ont déjà fait leurs preuves, ici ou ailleurs. Viviane Reding citait hier l'exemplaire programme Média, mis en œuvre par la Commission européenne, et annonçait la bibliothèque numérique Europeana, que j'aurai le plaisir de lancer ce jeudi avec le président José Manuel Barroso. Mais partout en Europe ou dans le monde ont été mis en place d'autres dispositifs exemplaires qui peuvent nourrir la réflexion, que celle-ci soit menée dans le cadre national ou au contraire mise en commun. On en trouve dans tous les domaines, je pense au récent et ingénieux programme britannique ONART, que nous allons d'ailleurs reproduire en France dans les semaines qui viennent. Mais aussi, j'aurais pu citer bien sûr la loi française sur le prix unique du livre à laquelle sont attachés tous les auteurs et tous les éditeurs. S'il y a un domaine où les modalités d'intervention publique diffèrent d'un pied à l'autre, on le sait, c'est bien la culture. Vous avez évoqué pendant ce forum tous les leviers de l'intervention. Aucun ne doit être exclu. Régulation bien sûr intelligente, j'ai bien entendu les messages qui ont été passés ce matin, notamment par Jean-Bernard Lévy. Réglementation indirecte, politique fiscale, labellisation. Pour ma part, au cours des derniers mois, j'ai privilégié certains axes de travail pour justement encourager l'économie de la culture. D'abord, nous sommes efforcés d'élargir les conditions du recours au mécénat, qui est un dispositif vertueux, car il scelle la participation de la société civile aux objectifs de la politique culturelle. D'abord en faisant en sorte que les particuliers qui soutiennent le spectacle vivant et les expositions d'art contemporain puissent bénéficier à leur tour de l'avantage fiscal correspondant. Et j'espère bien sûr que les festivals locaux, notamment, qu'il s'agisse de musique ou de théâtre, pourront en percevoir rapidement les retombées. Ensuite, en créant un fonds de dotation, voté à l'occasion de la loi de modernisation de l'économie, inspiré de l'exemple anglo-saxon, encore une illustration réussie de la circulation des idées en ce domaine, il est destiné à encourager le mécénat de très long terme. Et le Louvre devrait être le premier utilisateur, grâce à tout le projet Abu Dhabi, de cette innovation dont je crois nous pouvons être fiers. Enfin, le projet de loi de finances rectificative 2008 va comporter toute une série de dispositions pour encourager l'acquisition d'œuvres d'artistes vivants par les mécènes, qu'il s'agisse de particuliers ou d'entreprises. Notamment, le plafond de l'avantage fiscal sera doublé dans le cas des PME, 1% du chiffre d'affaires au lieu de 0,5%, et le dispositif sera étendu aussi aux petites entreprises individuelles, aux professions libérales, et je veux saluer au passage Martin Bettenot, dont le rapport très intéressant a inspiré ces mesures destinées à multiplier le nombre des collectionneurs. Le deuxième axe, c'était d'améliorer les conditions nécessaires à la compétitivité, au développement des industries culturelles, et notamment leur cadre juridique. Et c'est dans cet axe que s'inscrit le projet de loi création et Internet que j'évoquais hier et qui a besoin du soutien de tous, car il en va pour les créateurs et les entreprises qui les soutiennent de leur sécurité juridique la plus élémentaire. Alors évidemment, je ne partage pas les analyses sur ce sujet de Jacques Attali.
je pense que nous ne sommes pas dans la situation du livre de Marguerite Duras, qui consiste à élever des barrages contre le Pacifique, pas du tout. Il ne s'agit pas non plus de s'opposer à un mouvement irrépressible, qui est évidemment la pénétration et la réalité de la circulation sur le net pour tous. Il s'agit simplement de respecter l'information, mais en même temps de respecter un droit très important, qui est justement le droit des auteurs, et de créer les conditions favorables à ce qu'il y ait d'un côté cet immense marché commun, cet immense, en effet, ce lieu d'échange, de convivialité extrême, qu'est aujourd'hui le net, et de toute façon il est hors de question évidemment, et nous serions d'ailleurs tous bien incapables d'y revenir, tout en préservant ce que font les créateurs, ce qu'ils inventent, en matière de musique bien sûr, en matière de cinéma, certainement demain en matière de livres. Et il nous a paru d'ailleurs très important de travailler pour anticiper justement ce que va être le livre numérique, afin de garder un tout petit temps d'avance qui est pour la musique et le cinéma. Je pense que le projet de loi qui est actuellement discuté, qui a été effectivement voté par le Sénat, et qu'on appelle l'approche française, est un projet de loi qui est d'abord pédagogique, qui tend aussi à développer l'offre légale, et je crois que c'est un point extrêmement important, et puis en même temps, en effet, à élever des digues, non pas à résoudre le problème du piratage, nous savons bien que nous n'arriverons pas, mais à créer quand même un environnement propice à ce qu'il soit régulé et à ce que les consommateurs fassent des choix au lieu d'avoir ces démarches très compulsives que l'on peut observer souvent et qui consistent à s'approprier des fichiers en quantité limitée sans avoir aucun désir réel d'écouter tel morceau de musique ou de donner tel film. Et je crois que l'offre légale, elle ne se développera justement que dans un contexte de régulation. Je crois que les industries de la musique et du cinéma ne seront jamais incitées à lancer des offres culturelles si justement il n'y a pas cette prévention du piratage, car de l'un dépend l'autre. Il y a là un cercle vertueux qu'il faut instaurer. Cela a déjà commencé. On voit bien que les offres légales se sont terriblement développées, augmentées de près de 30% au cours de la dernière année. Il faut certainement aller beaucoup plus loin. C'est déjà largement le cas en matière de musique, avec la suppression des DRM qui est en train d'aller extrêmement vite. Et nous allons essayer d'avancer aussi fortement, bien sûr, sur le terrain de la chronologie des médias. Alors ça ne sera jamais la totale gratuité, mais je crois beaucoup que, surtout en matière de cinéma, même si je suis d'accord avec l'idée qu'il faut donner plus, en effet, et qu'il faut donner plus de raisons, et c'est d'ailleurs tout l'équipement des salles, tout le passage des salles au numérique, par exemple, année une dimension, il faut donner plus. C'est aussi la démarche de beaucoup d'éditeurs aussi de musique, qui tendent à donner plus pour justifier l'achat du CD. Je pense quand même que la logique complète de la gratuité aboutirait à tarir les sources, et que cela aurait des conséquences quand même extrêmement graves, et c'est pourquoi nous sommes mobilisés tout à fait dans un autre sens, et nous allons continuer ce combat à l'Assemblée nationale prochainement. Il y a aussi, bien sûr, le combat pour un taux de TVA réduit, applicable aux biens aux services culturels. C'est un combat qui est encore qui est très difficile à mener, on le sait, puisqu'il faut une position unanime des États membres de l'Union. Mais nous ne pouvons pas compter sur l'exemple réussi en la matière que pourraient donner à leurs partenaires des États membres d'un groupe de tête qui pourrait justement essayer de servir de modèle. Et c'est pourtant un combat extrêmement juste et nécessaire. On sait, on l'a pu le constater, qu'il y avait un vrai caractère stimulant d'un taux de TVA ciblé, adapté, par exemple les travaux réalisés à domicile des particuliers, qui a eu pour vertu au passage de faire quand même disparaître très largement le travail au noir. La TVA réduite sur la musique et les films aurait aussi une incidence très grande sur le piratage, et en abaissant de près de plus d'un sixième le coût pour le consommateur. Et ça serait donc une excellente chose, c'est une vraie raison pour poursuivre ce combat. Et je crois qu'il faut aller d'ailleurs encore plus loin dans les mois qui viennent. J'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion des récentes arènes de l'indépendance que l'on a organisées autour du thème plus spécifique des PME culturelles, cinéma, musique, librairie, marché de l'art entre autres, qui sont un réservoir irremplaçable d'emploi et de renouvellement ou de diffusion de la création. Je crois que le moment est venu
pour l'Union européenne, sans doute, d'envisager un faisceau de mesures spécifiques en faveur de ces entreprises, dont le principe peut être trouvé, au moins pour partie, dans le tout récent Small Business Act, présenté par la Commission européenne du 25 juin dernier. C'est tous les sujets qui déterminent la vie des entreprises, outre la protection des œuvres sous droit et la mise en place d'une fiscalité spécifique, qui devront être envisagées, notamment les modalités de financement. On sait qu'il y a toujours un problème de fonds propres pour les PME culturelles. Il faut donc mettre en place des mesures d'incitation, notamment fiscales, pour encourager les acteurs économiques ou les particuliers à effectuer des apports en capital, précisément en direction de ces PME. Améliorer aussi l'accès au crédit, c'est un vrai problème, surtout dans le contexte de crise que nous traversons. Les pouvoirs publics ont rappelé les établissements financiers à leurs obligations à l'égard de l'économie productive, et on sait que le président de la République a été très directement engagé. Il faut naturellement avoir la même vigilance pour les industries culturelles. Veiller également à l'accès au marché des entreprises. Il faut que la production culturelle soit mieux distribuée sur l'ensemble des territoires. On sait que les détaillants des biens culturels, libraires, disquaires, vidéoclubs, galeries, sont des grandes difficultés, à cause notamment du loyer, du montant du loyer ou de la fiscalité. Il faut donc mener une réflexion transversale sur ce sujet, ainsi que sur celui de la durée d'exposition des œuvres culturelles dans les magasins, dans les bacs des disquaires, comme sur les rayonnages des librairies. Et plus généralement, je crois qu'il nous revient de veiller à ce que la chaîne de valeur garantisse aux créateurs, à leurs producteurs et à leurs distributeurs une juste rémunération du travail et des investissements de chacun. Je pense par exemple à la question des remises, mais également à celle de la distribution des œuvres musicales et audiovisuelles sur les réseaux numériques. Si l'on veut éviter un tarissement à terme de la création, les offres proposées aux internautes par les opérateurs doivent profiter à tous et bien sûr pas seulement aux consommateurs et aux distributeurs. Il y a là aussi une action à mener sur le moyen terme. Un troisième axe peut porter enfin sur la prise en compte dans le droit de la concurrence de l'objectif d'intérêt général que constitue la préservation de la diversité culturelle. L'idée générale d'aménager le droit de la concurrence de façon à ce que notamment les PME, facteurs d'emploi, puissent survivre, fait son chemin au niveau communautaire. Il faut sans doute décliner les principes du Small Business Act dans le domaine particulier des entreprises culturelles. Le maintien et le développement de la diversité doit être regardé comme un objectif d'intérêt général qui justifie que des dérogations puissent être apportées aux règles de la concurrence pure et parfaite, pour reprendre l'expression habituelle. Voilà, c'est une feuille de route, je crois, importante, consistante, mais elle a vraiment du sens, car on voit bien, et ce forum nous en a donné encore une fois la preuve, combien les enjeux, le développement de la culture, de la création, à travers aussi tous ceux qui la portent, qui la font vivre, qui la distribuent, qui la diffusent, est essentiel. Je crois que c'est ainsi que nous ferons progresser la diversité des expressions culturelles, favorisée par des politiques publiques adaptées, réalisée par une multitude d'initiatives créatives privées intégrées dans les circuits économiques traditionnels et numériques. L'épanouissement des expressions culturelles se fera dans le respect, et doit se faire dans le respect de la double nature des biens culturels. Nous l'avons vu, ce forum répond au besoin réel de décloisonner les mondes de la culture, de l'économie et des médias. Mais notre objectif de cette année, c'est-à-dire favoriser la croissance de la culture et la croissance par la culture, doit s'inscrire dans une volonté plus large de collaboration pérenne entre toutes les parties prenantes, d'une création à la fois diverse et intégrée dans les flux économiques. Je souhaite donc, avec vous, que ce forum devienne un rendez-vous très régulier et qu'il suscite tous les ans des échanges aussi constructifs que cette première édition. Donc, encore une fois à tous ceux qui ont eu l'idée de départ, à tous ceux qui ont permis la réalisation, qui se sont mobilisés, qui en ont été les maîtres d'œuvre. Je pense notamment à la DDM et à Laurence Franceschini qui la dirige, mais à tous ceux qui se sont mobilisés également ici dans cette belle ville d'Avignon. Et je vous donne rendez-vous pour l'édition 2009 du Forum Culture, Économie et Médias. Merci beaucoup.